RCF. Vous écoutez l'agriculture en question, l'émission qui vous plonge au cœur de l'agronomie. Présentée par Hubert Cartel. Chaque semaine, cultivons ensemble l'avenir de nos terroirs. Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission L'agriculture en question et j'accueille Jean-Marie Lette. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Hubert, bonjour aux auditeurs. Jean-Marie, la dernière émission que nous avons faite ensemble, on a parlé de la PAC en France, politique agricole commune, dont la période de 7 ans arrive à échéance avec la récolte 2027. C'est déjà demain. C'est déjà demain et c'est tellement monstrueux en termes de réglementation que cette PAC nécessite d'anticiper au moins pendant 2 ans avant de la pondre, si je me permets de le dire, puisqu'il y a tout un processus de concertation dans le système démocratique de l'Europe qui fait qu'il faut à peu près 2 ans pour l'élaborer. Donc nous sommes en 2025 et en 2025, on doit quand même avoir un petit peu des idées de ce qui se trame dans les structures bruxelloises et ailleurs. Alors, peut-on en parler, Jean-Marie ? Quel est le calendrier ? Alors oui, effectivement, les premières réflexions vont bientôt commencer. Vous avez dit 2 années, la dernière, elle a mis 4 années avant de sortir. On n'y arrivait pas. On n'y arrivait pas. Ça a mis 4 ans pour être pondu. Ouais. Gestation incroyable. Ouais. Donc, effectivement, la PAC, la nouvelle PAC qui doit commencer en 2028, les premières réflexions sont en cours. On peut peut-être rappeler avant ça, effectivement, comment ça se construit. Oui. Qui c'est qui est aux manettes dans cette histoire ? Qui est-ce qui est aux manettes ? Il y a en fait 3 instances qui doivent se mettre d'accord, qui sont aux manettes. C'est ce qu'on appelle, dans le jargon, le trilogue. Il y a d'abord la Commission européenne. C'est le gouvernement de l'Europe. C'est le gouvernement de l'Europe et c'est là où se font toutes les propositions à la fois sur le budget européen et à la fois sur les propositions législatives, c'est-à-dire les actions qui vont être mises en place. Et on va avoir les premières propositions de la Commission européenne, notamment pour la PAC, mais aussi pour le budget, en juillet prochain. Donc c'est Ce sont des propositions. Ce sont les commissaires qui travaillent avec des armées de fonctionnaires et ils vont préparer donc un projet. Voilà. Et cette année, c'est une nouveauté. En fait, ils vont sortir à la fois la proposition de budget et les propositions législatives en même temps. Ah, avant c'était découplé. Avant c'était découplé. D'abord le budget, ensuite le législatif. Ensuite. Alors, donc, on a la Commission. On a le Conseil des ministres de chaque pays. Alors, Conseil des ministres de chaque pays. Ce sont les ministres de l'agriculture de chacun des pays qui se réunissent là, qui se réunissent régulièrement et qui vont commencer à travailler sur les propositions de la Commission. Donc, ils vont les amender, ils vont les revoir. Ils vont en fait voter aussi, bien sûr, les projets qui sont émis par la Commission. Et là, ça discute fort, parce que chacun représente ses agriculteurs nationaux. Voilà, et là, il y a les intérêts de chaque pays qui sont mis en avant, et on sait que l'agriculture est tellement diverse, selon les pays, que bien évidemment, ça nécessite des gros compromis des uns et des autres. Et puis, il y a le 3e larron, qui a été invité depuis maintenant un certain temps, une quinzaine d'années à peu près, qui fait partie aussi de ce trilogue, c'est le Parlement européen, c'est-à-dire les députés européens, élus par les citoyens, qui ont eux aussi un rôle de codécideur. Donc ça, c'est à Strasbourg que ça se passe. Voilà. Ce sont ceux que nous avons élus dans chacun des pays. Voilà. Et en fait, le texte final, il doit être accepté par ces 3 organismes européens. Alors, il y a des navettes, je suppose. Voilà. Il y a des commissions qui travaillent, on renvoie à ceux qui ont écrit la première formule. Tout ça progresse au fil du temps. Voilà. Et c'est tout ça qui met effectivement un certain temps pour sortir finalement un texte final. Et est-ce qu'il y a une deadline, c'est-à-dire une date qui est fixée au plus tard pour tous ces gens qui travaillent déjà actuellement? Le plus tard, c'est le 31 décembre 2027.
Oui. Mais on sait qu'il y a des dispositifs, c'est ce qu'on a connu à la dernière réforme, qui permettent de prolonger la réforme en cours au cas où on serait pas prêt. Mais là, pour les travaux en cours, il y a une échéance? Oui, la première échéance, c'est le 16 juillet, puisque la Commission doit nous sortir en fait ses premières propositions sur la future PAC et sur le futur budget européen le 16 juillet prochain. Alors, depuis la dernière, 7 ans en arrière, en fait 5 ans, parce qu'il a fallu 4 ans pour l'élaborer, le contexte a quand même changé. Et aujourd'hui, on peut penser qu'il y a, pour l'ensemble de ceux qui sont au travail pour écrire la future PAC, ce qu'on appelle des défis. Alors, quels sont les défis? Alors, effectivement, il s'est passé plein de choses. C'est d'ailleurs le problème d'un plan de 7 ans, c'est qu'aujourd'hui, le monde va tellement vite qu'il se passe énormément de choses au cours de ces 7 années. Il y a d'abord la souveraineté alimentaire, on en a déjà parlé dans cette émission, c'est quelque chose qui a ressurgi avec la guerre en Ukraine. Et la crise Covid avant. Avec la flambée des denrées agricoles notamment. On a redécouvert que la sécurité alimentaire, c'était une composante stratégique de chacun des États et c'était important d'être souverain finalement sur son alimentation. Donc ça, c'est un sujet qui est repris par les politiques d'une façon générale, et qui pousse à une forme de renationalisation, qu'on sent bien derrière toutes ces évolutions. Tout à fait. Il y a un deuxième élément en fait qui existait déjà mais qui s'est sans doute amplifié, c'est la perte de compétitivité de l'Union européenne, et notamment de la partie agricole et encore plus de la France. On voit que la part agricole européenne, ne progresse plus, voire ça va au-delà de ça, elle régresse, si on la compare à tout ce qui se fait partout ailleurs dans le monde. Alors ça, c'est vrai, c'est la question des rendements qui n'augmentent plus, voire qui baissent, à peu près dans toutes les productions, pour les causes qu'on connaît, c'est notamment la réduction des intrants, les engrais, les produits chimiques, etc., voilà, qui impactent directement les quantités produites. Voilà, le pacte vert qui a été voté, effectivement, pour une neutralité carbone en 2050, il va vers une réduction des engrais, une réduction de 50% des phytos, c'est énorme, à l'horizon 2030, et puis une hausse également de la production bio. Encore faut-il des consommateurs pour le consommer. Mais en tout cas, ça, c'est complètement en décalage avec ce qui se passe partout ailleurs dans le monde. Oui. Là où on a des exploitations de milliers d'hectares, qui ont des élevages avec des milliers de vaches dans le même endroit, etc., avec de la productivité à des niveaux que on n'a même nous-mêmes jamais atteints en Europe. Voilà, et ça pose vraiment des gros problèmes de compétitivité, à la fois par les tailles, mais aussi par la qualité, les normes qu'on impose aux agriculteurs. On peut citer 2 chiffres. Les produits importés les produits importés qui sont contrôlés contiennent 2 à 3 fois plus de résidus phyto que les produits européens. Et on pense que les produits européens en ont encore trop. Voilà. Et ça, donc, c'est une première question quand même. Enfin, le problème n'est pas tellement de les réduire, parce que c'est pour la santé des individus, mais le problème, c'est qu'on laisse rentrer dans notre pays des produits qui sont nettement plus dangereux que ceux qu'on produit sur le territoire. Exactement. Un deuxième chiffre, les produits carnés, la viande qu'on importe d'Amérique, elle contient 2 fois plus d'antibiotiques que ce qu'on produit en Europe. Là aussi, ça paraît aberrant et comme vous le dites, c'est un problème. On n'a pas ce qu'il faut pour contrôler en fait l'ensemble de ce qui est importé et des fameuses clauses miroirs qui imposeraient normalement aux producteurs, aux importations d'être produites de la même façon qu'en Europe, ça fonctionne pas encore aujourd'hui. Ça ne marche pas et ça continue à entrer au travers de nos frontières comme si rien n'était. Et puis je suppose que la guerre en Ukraine est aussi un élément avec cette promesse qui a été faite. Voilà, une promesse politique à l'horizon 2030 de faire rentrer l'Ukraine dans l'Union européenne. Alors quelles conséquences? Et ça, c'est conséquences énormes pour les agricultures, pour l'agriculture. Aujourd'hui, la France est premier producteur européen. Il faut savoir que l'Ukraine,
c'est le double de la surface agricole de la France. Le double. Alors si la France capte déjà 57% des aides de la politique agricole commune, on imagine que si l'Ukraine rentre dans le système, il va y avoir un impact direct non seulement sur le pourcentage bien évidemment, mais sur le montant en valeur absolue. Voilà, les 9 milliards... Ça a une conséquence énorme effectivement sur l'ensemble des budgets, mais notamment sur le budget agricole. Alors, en résumé, quel est le contexte ? Alors le contexte, tout ça se fait également dans un contexte politique et économique. On le voit bien avec la situation en France, on le voit bien avec la guerre en Ukraine qui est à nos portes de l'Europe. On voit bien aussi avec la mise en place de droits de douane. Tout ça crée en fait un contexte assez difficile et notamment un climat d'incertitude extrêmement fort pour mettre en place un plan qui devrait durer normalement 7 ans. Et puis aussi, il ne faut pas oublier qu'on a annoncé 800 milliards pour refaire des armes en Europe. Exactement. Les tensions budgétaires, bien évidemment, il va falloir tenir compte de toutes ces promesses, à la fois sur le réarmement, à la fois pour rattraper notre retard sur l'intelligence artificielle, sur les satellites. Tout ça, bien évidemment, ça nécessite des budgets colossaux et vraisemblablement les budgets habituels et notamment le budget agricole, qui est le premier budget européen, eh bien, il va être sous tension. Alors, quels sont, malgré tout, on n'est pas les seuls à évoquer ce contexte-là, et j'imagine que les hauts fonctionnaires à Bruxelles le prennent en compte. Alors, quelles sont les pistes aujourd'hui qu'ils peuvent dégager ? Alors, les pistes. D'abord, on va attendre le mois de juillet pour avoir les propositions budgétaires. Mais on peut rappeler un seul chiffre, puisque c'est des choses qui ont un peu fuité. Si on maintient le budget de la PAC 2028-2034 à son niveau actuel en euros constants, c'est-à-dire on ne le baisse pas, mais c'est le même chiffre. On met le même chiffre. Ça signifie, d'après les experts, que l'Europe fait le choix d'une PAC dont la valeur économique en 2034, c'est-à-dire à la fin du plan futur, qui ne représenterait plus que 46% de la PAC 2020. Ça veut dire dégradation de 64%. Voilà, en gros, moitié. Enfin, 54% de dégradation, la moitié, voilà. Par rapport en 14 ans. En 14 ans. C'est-à-dire qu'on divise par deux, finalement, le budget agricole européen. C'est énorme. Alors, bien évidemment, pour l'instant, ce qu'on sait, c'est que le Parlement, lui, n'est pas du tout favorable à ça. Mais bon, on va attendre de voir. Mais en tout cas, voilà, il y a des propositions budgétaires qui vont être un peu difficiles. Il y a un deuxième sujet sur la table également qui a un peu fuité, c'est l'idée de simplifier, puisque c'est à la mode, et la Commission a émis l'idée de regrouper en fait tous les budgets agricoles, premier, deuxième pilier ensemble, dans un fonds unique. Alors bon, ça pose plein de questions, notamment le cofinancement des États, comment ça va se faire avec un pilier unique, voilà. Mais on risque d'en renvoyer, si je puis dire, le problème dans chacun des États. Exactement. Ce qui risque de se faire, c'est encore plus de subsidiarité pour les États, c'est-à-dire que ce sont les États qui décideront finalement des mesures à mettre en place. En tout cas, si on va vers un budget plus faible, et ce qui est sûr, c'est que, et on n'y échappera pas, c'est que les soutiens, les aides, seront plus ciblés selon les agriculteurs. C'est-à-dire que on va renforcer quelque part le soutien aux petites exploitations, le soutien aux exploitations mixtes, culture, élevage, le soutien aux jeunes agriculteurs et les zones à contraintes naturelles. C'est-à-dire qu'on va mettre en place, vraisemblablement cette fois, des systèmes de dégressivité et de plafonnement pour les exploitations, pour l'ensemble des exploitations. Et on va conclure en disant qu'il faut se rappeler que la population en France où on a le plus de personnes en deçà du seuil de pauvreté, ce sont les agriculteurs. Donc il va y avoir un travail au travers de cette nouvelle PAC et au travers des politiques nationales qui vont quand même prendre en compte, on peut l'espérer, cette situation. On aura l'occasion de reparler de tout ça, Jean-Marie, puisque c'est un chantier de 2 années qui est devant nous pour l'élaboration de la future PAC. Merci Jean-Marie, à très bientôt sur RCF. Merci, à bientôt.